On va notamment discuter de la fiabilité des outils d'aide à la décision, des protocoles qui existent pour les évaluer et des enjeux de financement de ces solutions. Alors pour en discuter, j'invite à me rejoindre Justine Amari, chargée d'études à Terres Novia, Claire Richert, ingénieure de recherche pour l'Alliance Harvest, et puis Arthur Marguerite, dont on a parlé, ingénieur en informatique, en électronique et architecte logiciel pour Exact Robotics. Alors Arthur, on l'a dit tout à l'heure, vous êtes expert en conception logicielle et en outils de simulation informatique, et vous êtes parti d'un constat, celui qui a été expliqué par Antoine, un manque d'objectivité des différents OAD, chaque fabricant pouvant tester de son côté en silo, mais sans vraiment comparer les résultats d'évaluation. Et ça, c'est un problème que vous adressez dans votre thèse. Sur quoi porte-t-elle ? Alors, ma thèse, elle s'appuie sur les outils, les stratégies pour justement tester ces systèmes en utilisant principalement la génération d'images synthétiques. Qu'est-ce que ça veut dire ? Et pourquoi est-ce que tout le monde n'a pas vraiment la même métrique ? Parce que ça dépend de plein de facteurs. Ça dépend des situations, ça dépend des champs. Ça dépend donc, comme par exemple Vincent l'a expliqué, c'est par exemple la pression d'adventice. Plus vous avez d'adventice, moins votre système va être efficace parce que économiser du produit quand il y a 100% d'adventice à pulvériser, il ne sert à rien. Et puis après, vous avez aussi plein de questions qui vont s'appliquer sur comment les entreprises ont implémenté les systèmes. Ça veut dire où est-ce qu'ils ont positionné les caméras sur les rampes, les résolutions des capteurs, le nombre de fois que les adventices sont observés. Et puis après aussi, comment est-ce que les agriculteurs l'utilisent. Ils roulent à une certaine vitesse. Plus ils roulent vite, moins vous avez de temps pour analyser et correctement traiter l'information. Vous avez aussi la hauteur de la rampe. Plus vous êtes proche du sol, plus vous voyez... mieux vous voyez les adventices, mais vous avez aussi des flous de mouvement et des problèmes de détection. Donc c'est une grande diversité de paramètres qui sont à prendre en compte, et ça, vous les simulez à travers un logiciel qui vous permet d'interagir avec des champs virtuels. Vous allez tester différents paramètres. Est-ce que vous pouvez nous en parler ? Donc, comme l'a présenté Antoine, c'est un concept qui est présent par exemple beaucoup en robotique, c'est d'utiliser des environnements virtuels pour tester donc les systèmes, et donc de faire des scènes plus ou moins réalistes. Donc là, par exemple, vous avez une simulation où vous allez avoir une répartition d'une culture, donc c'est les tout petits points bleus, et puis après, vous allez avoir plein de répartitions d'adventices avec différents paramètres. Et donc ça, c'est un des paramètres qui permet par exemple, d'écrire la scène sur laquelle ça va se passer. Puis après, vous allez pouvoir demander à l'habiller différemment, donc là, avec une plante, avec un certain maillage dans la scène. Donc, là, le logiciel que vous voyez, c'est Blender, qui est un logiciel par exemple, pour refaire du rendu d'image. Vous pouvez vraiment plutôt le comparer comme un système mécaniste, c'est-à-dire que c'est vraiment du lancer de rayons et vous savez quel pixel correspond à quoi dans la scène. Et pourquoi cette approche synthétique ? En fait, c'est plus simple, j'imagine, pour la modélisation. Donc, pour les personnes qui ont déjà essayé de faire des tests dans un champ, vous êtes dans une situation où vous êtes très limité en temps. Vous allez avoir beaucoup de contraintes sur la mise en place. Vous avez besoin de mobiliser une plus grande équipe parce que vous allez avoir besoin d'un chauffeur, de vérifier les données et vous devez être sûr que votre système marche suffisamment bien pour ne pas avoir d'erreurs et de données fausses. Et si vous avez quelque chose à corriger, la semaine d'après, c'est trop tard. Et c'est pas la même situation aussi pour tout le monde parce qu'il faut regrouper plusieurs acteurs au même endroit, ce qui rajoute aussi des complexités. Donc avoir un environnement synthétique, ça permet justement de rassembler tout ça au même endroit et ça permet aussi de réduire les coûts et donc d'itérer de façon plus régulière et toute l'année sans se poser ces questions-là. Comme l'a précisé Antoine, il faut qu'au maximum votre environnement synthétique ressemble à vos scènes réelles. Et donc il y a une corrélation forte entre performer dans le monde synthétique et performer dans la vie réelle. Donc la fiabilité, la concordance avec le jumeau numérique en fait. Exactement. Ok. Et donc, Justine, vous partagez cet objectif de rendre les comparaisons entre les OAD plus efficaces et plus robustes. Et tout à l'heure, on a entendu un exposé sur un outil très complet de simulation d'irrigation. De votre côté, vous vous intéressez également aux outils de pilotage de l'irrigation, c'est ça ? Oui, tout à fait. Donc, comme on l'a déjà évoqué, on se trouve dans un contexte de changement climatique où on peut avoir des tensions autour de la ressource en eau. Et donc moi, je travaille principalement autour de l'irrigation du soja, donc le soja qui est une culture qui va valoriser assez bien la ressource en eau et pour laquelle les agriculteurs et les acteurs du monde agricole ont une volonté d'optimisation justement de ces conduites d'irrigation. Ce qu'on sait aussi, c'est qu'il existe différents modèles
qui permettent donc de simuler les réserves en eau du sol, notamment de bilan hydrique. Mais on avait peu de comparaisons, en tout cas sur le soja qui existait. Et donc, c'est ce à quoi mon travail vient répondre, l'étude, justement, une étude comparative de plusieurs modèles de bilan hydrique, voilà, pour comprendre leur fonctionnement et comprendre les gains qu'il peut y avoir derrière leur utilisation. Pardon. Et pourquoi cet intérêt spécifique autour du soja ? Parce que donc moi je travaille chez Terra Innovia, donc c'est une culture de l'Institut et c'est une culture qui va bien valoriser l'eau, donc on va voir notamment des grandes différences de rendement entre du soja qui va être irrigué et du soja qui est non irrigué. Et du point de vue méthode, alors comment est-ce que vous faites pour comparer ces OAD et quels résultats vous avez extraits ? Donc d'un point de vue de la méthode, je vais essayer donc je reproduis en fait. Je reproduis donc des scénarios qui ont été mis en place sur des plateformes d'essai. Donc on a nous chez Terra Innovia. Et donc je reproduis des scénarios d'irrigation qu'on a sur des parcelles à différents endroits en France. Et ensuite, via les modèles et les données qu'on a pu acquérir donc sur nos différents sites d'essai, je vais pouvoir comparer les données simulées et les données mesurées sur le terrain. C'est ce qui va me permettre de comparer différents modèles. Donc moi, j'en utilise 3 actuellement. Et ensuite, donc, ils sont comparés à des données qui sont réellement mesurées sur le terrain. Et de votre côté, Claire, comme Justine, vous vous intéressez à l'utilisation de l'eau en agriculture, mais plutôt à l'échelle territoriale, c'est ça ? Oui, c'est ça. Et plus spécifiquement, je m'intéresse à la manière dont on peut utiliser certaines données pour aider l'agriculture à s'adapter à la sécheresse à l'échelle territoriale. Et donc, pourquoi est-ce que je m'intéresse à cette question ? Donc, ça a déjà été évoqué plus tôt, donc je vais dire plus grossièrement ce qui a été dit subtilement. C'est que d'un côté, il y a un consensus sur le fait que l'agriculture a besoin de s'adapter aux sécheresses, parce que l'irrigation représente déjà 60% de la consommation d'eau en France, et aussi parce qu'on s'attend à une diminution de la ressource disponible pour l'irrigation dans le futur. Mais d'un autre côté, on voit aussi un accroissement des conflits autour des réponses à apporter à cette sécheresse, et ces conflits sont liés à des visions qui s'opposent sur l'irrigation. Donc d'un côté, on a plutôt des gens qui prônent un maintien, voire une augmentation de l'offre en eau d'irrigation via le stockage de l'eau dans des ouvrages, et de l'autre côté, on a des gens qui pensent qu'il vaudrait mieux diminuer la demande en eau d'irrigation en adaptant les cultures et les pratiques. Mais en fait, choisir entre l'une ou l'autre de ces visions, ça peut avoir des conséquences contrastées sur plein de dimensions, que ce soit sur le plan social, sur le plan économique, pour la biodiversité ou pour l'hydrologie des territoires. Et ces conséquences, elles sont non seulement potentiellement contrastées, mais aussi incertaines. Et donc, réduire cette incertitude, ça peut aider à éclairer les débats. Et donc, dans ce contexte... Dans ce contexte, moi, je me suis attaquée à un tout petit bout du problème en proposant une méthode pour estimer l'effet d'un changement de culture sur l'hydrologie des territoires et plus précisément sur l'évapotranspiration. Et donc l'évapotranspiration, c'est la somme des flux d'eau qui sont évaporés à partir du sol et transpirés par les plantes. Et en fait, c'est une variable qui nous intéresse pour l'adaptation à la sécheresse parce que à l'échelle d'un territoire, l'eau qui est évapotranspirée, c'est l'eau qui est consommée par les végétaux. Et donc, dans ma méthode, j'utilise des données satellitaires pour estimer cette évapotranspiration. Et j'aurais pu aussi utiliser un modèle comme Optirig, mais le problème de ce type de modèle, pour ce que je voulais faire, c'est qu'il faut le calibrer pour toutes les cultures du territoire. Et il faut avoir aussi beaucoup de données, notamment connaître les irrigations. Donc la méthode que je propose, elle va servir à faire un diagnostic de ce qui s'est passé en termes de consommation d'eau sur un territoire lors d'une sécheresse passée. Et donc, je l'ai appliqué à un cas d'étude pour pouvoir délimiter son périmètre, c'est-à-dire pour pouvoir identifier les informations qu'elle peut apporter ou qu'elle ne peut pas apporter pour l'adaptation des territoires à la sécheresse.
Et donc, le cas d'étude que j'ai choisi, c'est le bassin versant de l'Aussonnel pendant la sécheresse de l'été 2022. Donc, ce bassin versant, il est situé au sud-ouest de Toulouse. Il fait à peu près 20 000 hectares. Et vous pouvez voir sur la figure B qu'il y a à peu près un tiers de parcelles agricoles en orange. Il y a entre 15 et 20% de forêt. Et on a aussi un golfe au nord-est en violet. Et donc j'ai croisé ces données d'occupation du sol avec des données d'évapotranspiration que vous voyez sur la figure C. Et ces données, elles proviennent de 2 sources, donc une qui s'appelle CBOP et une qui s'appelle EEFlux. Et donc ces 2 sources, c'est des données qui sont gratuites et assez faciles d'accès. Et donc en croisant ces 2 types d'informations, je peux obtenir une valeur d'évapotranspiration par pixel de 30 mètres x 30 mètres pour tout l'été 2022 et associer cette valeur à un des secteurs, donc agriculture, forêt ou golfe. Et si c'est de l'agriculture, je peux aussi savoir quel type de culture il y avait sur ce pixel. Alors, quelle méthode vous utilisez concrètement, en plus que nous avez des éléments que vous avez déjà présentés, et puis quels résultats vous avez identifiés? Alors concrètement, avec cette méthode, j'essaye de voir si je peux répondre à 3 questions. Donc la première, c'est quelle a été l'intensité de la sécheresse. Et la deuxième, c'est quels sont les secteurs, les cultures et les pratiques qui ont consommé le plus ou le moins d'eau à l'échelle du territoire et par unité de surface. Et la troisième, c'est quel aurait été l'effet d'une substitution de culture sur l'évapotranspiration à l'échelle du territoire. Et donc, comme je disais tout à l'heure, l'idée, c'était de tester cette méthode sur mon cas d'étude du bassin versant de l'Aussonnel pour voir quelles informations elle peut apporter ou pas pour l'adaptation. Et du coup, la première question, donc, c'était quelle a été l'intensité de la sécheresse. Donc, pour répondre à cette question, je me suis dit que j'allais comparer l'évapotranspiration sur tout le bassin versant aux précipitations. Et je me dis que si l'évapotranspiration a excédé la pluie, ça veut dire que le stock d'eau dans le bassin versant a diminué et potentiellement la sécheresse était assez intense. Et donc, ce qu'on voit, c'est à chaque fois la comparaison entre l'évapotranspiration et les précipitations. Donc, à gauche, c'est pour EEFlux et à droite, c'est pour CBOP. Donc, à première vue, on se dit qu'il y a effectivement eu plus d'évapotranspiration que de pluie. Mais en fait, si on prend en compte l'incertitude, eh ben, peut-être qu'effectivement, il y a eu plus d'évapotranspiration que de pluie. Mais peut-être qu'en fait, il y a eu plus de pluie que d'évapotranspiration. Donc, finalement, sur ce cas d'étude, les données ne sont pas assez précises pour savoir si l'évapotranspiration a effectivement dépassé les précipitations. Est-ce qu'il y aurait un moyen de savoir, de rendre ces données plus précises? C'est une information qu'on ne pourra pas avoir. Alors, ces données, précisément non, mais par contre, il y a d'autres informations qui peuvent nous donner des indices sur l'intensité de la sécheresse, notamment le nombre d'arrêtés de sécheresse. Et aussi, il y a aussi des données sur les rendements des différentes cultures. Donc, on peut voir comment ils ont évolué d'une année sur l'autre. Pour la deuxième question, donc, quels sont les secteurs qui ont consommé le plus d'eau? Donc, ce que vous voyez ici, c'est la proportion de l'évapotranspiration totale qui provient de chaque secteur. Et ce qu'on peut observer, c'est qu'il y a un accord assez fort entre les 2 sources de données. Donc, toutes ces 2 sources nous disent qu'un tiers de l'évapotranspiration sur tout le bassin versant provenait de l'agriculture, un tiers des forêts et un tiers des autres secteurs. Et finalement, le golfe, c'est pas grand-chose, c'est 0,4%. Mais on peut aussi faire cette comparaison par unité de surface. Donc là, on voit l'évapotranspiration moyenne par secteur. Et ici, les 2 sources de données sont moins d'accord. Donc on a CBOP qui est entre 20 et 40% supérieur à EEFlux. Et on peut voir aussi que la consommation du golfe était finalement similaire à celle de l'agriculture par unité de surface. Et donc sur cette question, on peut noter une limite, c'est que seuls les secteurs qui sont cartographiés et dont les unités sont plus grandes qu'un pixel de 30 mètres x 30 mètres peuvent être prises en compte. Ensuite, toujours sur cette question de la comparaison des consommations d'eau, on peut comparer la consommation d'eau des différentes cultures. Donc là, ce que vous voyez, c'est l'évapotranspiration moyenne par culture. Donc en haut, c'est pour EEFlux et en bas, c'est pour CBOP. Donc les 2 sources de données sont d'accord pour dire que c'est le maïs et le soja qui ont le plus consommé d'eau par unité de surface. Ensuite, on a 2 autres cultures d'été, mais qui sont moins consommatrices, qui sont le sorgho et le tournesol.
Et enfin, les cultures les moins consommatrices, c'est la prairie, le trèfle, et des cultures qui sont récoltées en début d'été, donc le colza, le blé et l'orge. Donc sur ce point, on a aussi une limite, c'est qu'on ne peut pas distinguer selon les pratiques culturelles, parce que j'ai pas de base de données pour associer une parcelle à une pratique. Pour la troisième question, donc quel aurait été l'effet d'une substitution de culture sur l'évapotranspiration ? J'ai pas le temps de détailler la méthode, mais ce que je peux vous dire, c'est que j'ai fait cette analyse par pixel météo de 8 km x 8 km. Donc chaque carré sur les dessins que vous voyez, c'est un pixel météo. Et donc, vous voyez le changement d'évapotranspiration qui provient de l'agriculture en pourcentage, si le maïs avait été remplacé par du sorgho ou si la prairie avait été remplacée par du maïs. Et ce qu'on peut voir, c'est que si on avait remplacé le maïs par du sorgho, on aurait diminué l'évapotranspiration au maximum de 4%. Et par contre, si on avait changé la prairie par du maïs, on aurait augmenté l'évapotranspiration entre 10 et 20%. Et ces résultats, ils sont à mettre en regard avec le pourcentage de la surface qui est couverte par chacune des cultures. Et donc ce qu'on voit, c'est que finalement, ça n'a pas beaucoup d'effet de remplacer du maïs par autre chose parce qu'il n'y a pas beaucoup de maïs. Et par contre, il y a plus de prairies, donc ça a plus d'effet de remplacer la prairie par autre chose. Et sur cette question, la limite qu'on peut identifier, c'est que finalement, les substitutions impliquent forcément des cultures qui sont déjà présentes sur le territoire. Alors, compte tenu de cette limite, qu'est-ce qu'on peut retenir en fait de cette méthode en la prenant en compte ? Mais finalement, c'est est par culture. Et ce qu'il faut avoir en tête, c'est que la consommation d'eau, donc l'évapotranspiration, elle est liée à des usages et donc à des bénéfices, et que ces bénéfices, ils bénéficient à différents acteurs et différents écosystèmes. Donc le but, c'est pas forcément de minimiser l'évapotranspiration, mais c'est de donner des billes aux acteurs pour qu'ils puissent mieux faire des arbitrages entre ces usages de l'eau et les bénéfices qui peuvent en être tirés. Et pourquoi avoir inclus un acteur tel que le propriétaire de terrain de golf, potentiellement ? C'est par rapport à l'actualité qui vise souvent ce loisir-là ? Oui, c'était juste par curiosité. Et puis comme j'avais les données, j'ai voulu voir ce que ça donnait. Le terrain était là, donc on en C'est profite. ça. Très bien. Et à propos de changement de pratique et d'impact concret sur un territoire, Justine, je reviens vers vous. L'enjeu de votre recherche sur l'évaluation et la comparaison des OAD, c'est de bénéficier à la fois d'une part aux agriculteurs, mais aussi aux fabricants. On a le double avantage. Oui, donc en fait, dans la comparaison des 3 modèles, il y a à la fois des modèles qui sont faits pour les agriculteurs pour le pilotage de l'irrigation, mais il y a aussi des modèles qui ont vocation à être utilisés seulement par la recherche. Et donc l'intérêt pour les agriculteurs, c'est de leur permettre de voir ce que peut apporter un pilotage un peu plus fin de l'irrigation, et notamment les gains qu'il peut y avoir derrière. Et pour les fabricants plutôt des modèles qui ont vocation à être utilisés pour la recherche, c'est surtout un regard sur le fonctionnement des modèles, sur la comparaison et potentiellement des pistes d'amélioration qui pourraient être mises en œuvre. En tout cas, c'est un retour d'expérience sur le fonctionnement des modèles aussi. Et de votre côté, Arthur, l'enjeu de votre thèse, c'est que vos recherches soient appliquées aux fabricants avec lesquels vous faites votre thèse en partenariat, Exact Robotics. On a entendu Vincent Rachet ce matin. Oui. Alors, le but aussi, c'est de le partager aux autres et de faire en sorte que ça... Là, actuellement, sur le marché, on a plutôt envie que la technologie mature et qu'elle soit délivrée le plus rapidement possible à un maximum de personnes pour à la fois l'environnement et aussi pour aider les agriculteurs à réduire la quantité de phytosanitaires et donc améliorer leur côté économique. Et puis, nous, pour vendre des machines. Après, globalement, que ce soit ce logiciel-là ou pas, ce qui est vraiment intéressant, c'est les outils et les techniques. Il faut arriver à les populariser pour que le maximum de personnes utilisent ça pour améliorer leur système et donc après servir dans tout l'écosystème, donc que ce soit le logiciel pour faire donc de la stratégie à long terme sur la population d'adventistes, sur quelle machine choisir entre système A, système B, et les industriels, ils ont tout intérêt entre eux à céder sur cette partie-là. Je pense que sur les implémentations, sur la façon dont
dont il y a vraiment un cœur de métier à faire. Mais sur la partie simulation, test, il faut, à mon avis, mutualiser les efforts et se mettre d'accord sur des métriques pour justement les évaluer de façon intelligente. Et pas que le choix soit fait uniquement sur le prix, qui très souvent va être tiré vers le bas et après décevoir les agriculteurs sur la qualité et sur l'impact long terme. Et je rebondis sur un propos qu'on a déjà entendu au cours de la journée. Est-ce qu'il y a besoin de davantage de données ? Alors il y a besoin davantage de données, mais il y a aussi besoin de données de qualité. Par exemple, si on reprend, on fait aussi un lien avec Antoine, quand on a un système, on le déploie avec un certain réseau de neurones qui a été fait avec les données des années précédentes, qui nous a fourni de la donnée aussi bien pour donc, après faire des prédictions. Et l'année suivante, on a réentraîné un deuxième réseau de neurones. Et donc après, on va avoir N années, mais qui n'ont pas exécuté le même réseau de neurones, qui n'ont pas les mêmes performances, qui n'ont pas les mêmes connaissances. Et on va faire des raisonnements qui, des fois, risquent d'être faux, du fait que c'est juste l'évolution du réseau de neurones qu'on a mesuré et non pas ou la non-évolution du réseau de neurones. Et on va en tirer des conclusions. Donc il faut qu'on ait vraiment des outils de rejeu pour valider que l'année 2018, ces chiffres-là par rapport à l'année 2019 sur la même situation, eh ben on a eu X de performances de différence et qu'on arrive à comme ça avoir la fiabilité, la confiance dans nos données des années précédentes. En tout cas, pour finir, j'aimerais vous demander à tous les trois si vous avez des recommandations tactiques à formuler, d'autres réflexions à partager ou envie de rebondir sur un autre point qui avait été abordé. Justine, peut-être ou... Juste sur l'évaluation des modèles, ce que je pense important, c'est donc dans la comparaison, c'est de comprendre le fonctionnement des modèles. En tout cas, c'est ce sur quoi je travaille, puisqu'ensuite je vais les utiliser pour pouvoir comparer des conduites d'irrigation, donc entre les préconisations des modèles et des conduites qui sont réellement faites par les agriculteurs sur le terrain. Et aussi, pourquoi pas, faire des comparaisons en climat futur pour aussi avoir une idée des contraintes et des enjeux autour de la ressource en eau future. Et vous, Claire ? Je peux dire un mot sur l'évaluation aussi des OAD pour l'irrigation, parce que j'ai pas présenté ça ici, mais j'ai aussi fait des travaux sur ça au sein de l'Alliance Harvest. Donc sur ce point, ce que j'ai pu constater, c'est qu'il y a quand même un certain enthousiasme, en tout cas institutionnel, sur l'agriculture de précision, et que ça se traduit notamment par des financements, que ce soit pour la recherche privée ou pour le développement d'outils par des entreprises via notamment le crédit d'impôt recherche. Alors qu'en parallèle, en tout cas pour les OAD pour l'irrigation, mes travaux ont montré que finalement il y a très peu d'évaluation de leur capacité à réellement améliorer les pratiques d'irrigation. Or, c'est essentiel de faire ces évaluations pour connaître les limites des outils, et je pense que ça peut être intéressant pour à peu près tout le monde de connaître ses limites. Donc, comme disait Justine, c'est intéressant pour les concepteurs d'OAD et pour la recherche, parce que ça permet de savoir où est-ce qu'il faut cibler les efforts. Mais c'est intéressant aussi forcément pour les utilisateurs, pour savoir si un outil peut réellement répondre à leurs besoins. Et enfin, c'est intéressant aussi pour l'État, pour savoir si ça vaut la peine de financer l'adoption ou le développement de tel ou tel outil. Donc vous sentez une vraie attente de la part des fabricants ? Ils sont ouverts à votre démarche d'évaluation comparative ? Ça, je sais pas. J'ai pas eu de retour de la part de fabricants. Et vous ? Clairement, si on reprend aussi sur le sujet du financement, le fait d'avoir des métriques fiables, ça peut aussi donner confiance dans certains acteurs pour subventionner ou pour aider les financements, les banques pour faire des emprunts pour justement des produits qui ont des portées environnementales, etc. Et dans la réflexion, globalement, sur la donnée, ça a été pendant très longtemps, beaucoup de personnes ont clamé qu'ils avaient de la donnée, et savoir vraiment si la donnée est de qualité, que ça vaut le coup, qu'on arrive à en sortir des modèles, c'est vraiment une autre histoire. Et le fait d'être maintenant dans une étape d'après, se dire qu'est-ce que c'est que de la bonne donnée, comment est-ce qu'on l'acquiert et comment est-ce qu'on est sûr que demain on peut l'utiliser pour prédire le futur de façon intéressante, c'est ça à mon avis les enjeux sur la donnée, plus que la quantité de données. Et voilà. Merci.
Alors, vous avez bientôt achevé votre thèse. Est-ce que vous tendez déjà vers certains résultats partageables qu'on n'a Alors pas non, évoqués? j'ai Non. commencé il y a 6 mois. Ah d'accord, pas du tout. Pas du tout. On n'y est pas. C'est une thèse très rapide. Thèse éclair. Donc non, on est encore au début, on est encore sur certaines voies exploratoires pour justement, donc là sur la génération d'images synthétiques pour être le plus proche des images capturées par un système et donc faire en sorte que sur une situation donnée, ce qu'on arriverait dans une situation simulée serait les performances dans une situation simulée seraient proches d'une situation dans des performances réelles. Donc ça, c'est des situations que vous pouvez très bien avoir sur dans un banc de test, par exemple, vous allez avoir une situation très contrôlée, et donc c'est facile de reproduire la même situation indépendamment des saisons. Par contre, vous n'êtes pas du tout sur un champ réel. Et donc le but, là, c'est vraiment dans un environnement numérique d'avoir pas du tout cette contrainte-là et de pouvoir beaucoup plus facilement explorer les possibilités et de rester proche quand même de ça doit ressembler à une plante, ça ressemble à une plante. C'est sur des situations beaucoup plus réalistes parce que vous n'êtes pas du tout limité par des aspects matériels et vous pouvez aller jusqu'à un nombre de caméras X sans problème. Voilà. C'est quelque chose qu'on n'avait pas mentionné tout à l'heure. On parlait des champs virtuels, mais il y a aussi un banc d'essai physique, c'est ça? Alors, moi personnellement, non, mais il y a pas mal d'équipes qui travaillent en France, et donc par exemple l'Agro-Technopole de Montolde, qui eux travaillent sur un banc physique. Et donc là, vous allez avoir des plantes basiques, dans le sens où c'est une plante imprimée en 3D qui va être filmée, et sur lequel ils vont avoir par exemple des performances, une mesure très mécanique sur la situation. Voilà. Et après, il y a aussi par exemple des tests qui vont être faits par Arvalis, qui eux vont vraiment déployer sur une situation à un moment T dans un champ. Et là, par contre, vous allez avoir toutes les contraintes qui ont par exemple été adressées par Antoine, qui est que vous avez besoin d'un expert qui passe juste après le pulvérisateur pour vérifier qui pointe toutes les adventices dans un champ. Et donc là, vous êtes chronophage et vous pouvez tester peu de paramètres. Et dès que vous avez, par exemple, modifié votre logiciel, un autre paramètre que vous voulez optimiser, et ben vous allez devoir refaire votre campagne de test, et c'est rarement sur la même journée, rarement dans la même situation. Donc, on se retrouve à avoir plein de variations et des difficultés pour analyser les résultats. Puis une dernière question peut-être pour faire le pont avec la présentation d'Antoine. À quel point dans vos recherches respectives avez-vous utilisé l'IA? Comment? Pourquoi? Alors, donc là, par exemple, sur la génération d'images, j'ai généré une partie avec Blender, et après, il y a aussi des stratégies donc, pour utiliser l'IA pour rapprocher des images générées, des images cibles. Donc ça, c'est encore en travail. Et puis après, de façon générale, pour les petits scripts, pour les codes, même pour récupérer de l'information de façon efficace, ChatGPT ou n'importe quel modèle LLM, c'est très efficace. Ça a changé votre façon de travailler? Oui, sur beaucoup de points, ça devient... il faut limiter, il faut vérifier, il faut prendre des pincettes, mais ça devient une solution de facilité pour beaucoup de situations. Et vous? Je pense pas avoir beaucoup de choses à ajouter sur le sujet de l'IA pour ma part. Moi, j'utilise pas l'IA pour le code. J'utilise DeepL de temps en temps pour l'écriture d'articles. C'est la traduction en fait d'IPL, Oui. c'est ça? Voilà, pour voir si je me suis pas trop trompée dans mes phrases. Et cette volonté de ne pas l'utiliser pour le code, c'est pour garder le contrôle en fait sur la matrice quelque part? Alors, il y a plein de raisons. Je sais pas si on a le temps de toutes les aborder. Voilà, c'est J'imagine. plutôt voilà, c'est éthique. Un je choix veux dire. éthique, sociétal, environnemental. Très bien. Merci beaucoup pour ce partage. Merci. On va avoir le temps de prendre quelques questions, quelques réflexions de la salle. N'hésitez pas. J'aurais une question pour Claire, du coup, sur la partie de vos travaux relatifs à précipitation et évapotranspiration. Est-ce que vous avez comparé par rapport aux données de prélèvement et de consommation sur le territoire? Puisque finalement, l'évapotranspiration, c'est l'eau qui est incorporée aux plantes. Donc voilà, est-ce que vous avez tenté de faire une comparaison? Non, j'ai pas comparé. Après, j'ai pas entendu beaucoup de bien de ces données. Apparemment, elles sont pas super fiables. Et puis,
l'évapotranspiration, c'est quand même assez différent des prélèvements a priori. Parce que voilà, quand on irrigue une parcelle, il y a de l'eau qui va pas être évapotranspirée, mais qui va repartir dans le bassin versant. Mais c'est vrai que j'aurais pu aussi trianguler avec ce type de données. Merci. Rebonjour. C'est pas une question, c'est plutôt une remarque pour aller dans le sens de ce que tu as présenté, Claire, sur les incertitudes. On sait que c'est un sujet qui t'est cher et il est aussi très important pour moi. Je ne l'ai pas évoqué dans ma présentation, mais pour les gens qui travaillent sur la stratégie, en fait, l'incertitude, c'est vraiment l'ennemi de la stratégie. Et ça complique l'identification des bonnes stratégies, en fait. À tel point que dans la plupart des cas, il y a trop d'incertitudes dans les systèmes qu'on modélise pour pouvoir vraiment donner des résultats précis, mais ça force à raisonner en tendance, à identifier plutôt quelles sont les bonnes familles de stratégies, sans pouvoir souvent aller plus loin, quoi. C'est juste un commentaire. Merci tous les trois, et puis merci d'ailleurs Antoine. C'est vrai que la question de l'évaluation des outils est quand même extrêmement importante. Nous avons vu tout à l'heure par les collègues de Lactate tout un panel d'entreprises qui mettent déjà sur le marché un grand nombre d'outils. Et là, on a trois approches assez différentes qui tendent à penser que faut peut-être pas aller trop vite non plus pour faire bien, si j'ose dire. Selon vous, au regard de ce que vous faites, vous avez l'impression que quand même, il faut continuer à massifier, à transmettre, quitte à faire des erreurs et à avancer, ou est-ce que vous seriez plutôt dans une posture en disant « Ouh là là, non, là, les incertitudes, les erreurs sont telles qu'on fait prendre beaucoup trop de risques à l'agriculteur ». De mon côté, je serais plutôt partisane de se poser et d'évaluer ce qui n'a pas été évalué. En tout cas, sur l'irrigation, je connais pas trop les autres secteurs, mais j'ai l'impression qu'il y a un gros manque d'évaluation. Donc, plutôt que de continuer à développer des nouvelles choses, autant évaluer ce qui existe. Pour évoluer, il faut que ça existe, il faut que ça avance. Et c'est un peu le sujet. La problématique, c'est que globalement, on peut difficilement tester quelque chose qui n'a pas été déployé. Et très souvent, les startups font un produit minimal, déploient, vérifient que ça ne fonctionne pas et réitèrent jusqu'à ce que ça fonctionne mieux. Et c'est la logique qui arrive, et en pensant que les personnes qui veulent tester, c'est pas tout le temps les mêmes personnes, ils n'ont pas toujours les mêmes outils, ils n'ont pas toujours les mêmes intérêts. Là, j'ai par exemple donné le cas de l'agriculteur. L'agriculteur, lui, il veut gagner du temps, donc il va rouler au maximum dans son champ. Sauf que s'il n'a pas l'analyse qui lui dit que, en faisant ça, son système pulvérise beaucoup moins bien, et donc au bout de 3 ans, il va avoir une population d'adventices qui augmente, et il s'en rendra pas compte, et il mettra tout ça sur le système et pas du tout sur la conduite de son chauffeur à un instant T. Donc il faut avoir de la donnée, se rendre compte que ça fonctionne pas, ou que ça fonctionne pas suffisamment bien, et après itérer sur le système. Ça signifie, de vos deux points de vue, qui diffèrent un petit peu quand même dans la réponse, qu'on a en fait presque affaire à deux types de recherche, en fait. Deux façons de chercher, pour deux façons d'avancer, enfin, je sais pas. Et comment les mener en parallèle, en fait, c'est un peu la question, pour à la fois aller vite et de façon pragmatique, et en même temps éviter les catas. Oui, alors là, par exemple, si on prend des sujets de smart spraying, vous êtes sur très souvent des acteurs qui, donc, je prends par exemple le sujet 3S, qui vont être déployés sur des grosses fermes, mais ça va pas être toutes les fermes de France, parce que les produits sont peut-être pas encore suffisamment matures, il reste encore des évolutions à faire, et donc c'est pas si grave que ça qu'il y ait des personnes test, même s'ils le savent pas encore, qui sont présents dans l'équation et qui sont testés. Quand on prend par exemple les autres sujets, je t'ouvre la voie, là vous êtes sur la gestion de l'eau à l'échelle de toute une région, et donc de problématiques beaucoup plus vastes avec des impacts beaucoup plus grands, alors que là, dans l'autre situation, on est sur un agriculteur, sur une année, sur une exploitation.
Tout à l'heure, je parlais vraiment des outils d'aide à la décision à l'échelle de la parcelle. Du coup, effectivement, il y a des impacts à plus large échelle, mais ce qui va intéresser les agriculteurs ou les agricultrices, je pense que c'est l'effet à leur échelle. Après, sur votre question, je ne sais pas trop y répondre. Pour moi, la dernière discussion, elle fait écho à la notion de risque et d'échelle et de la prise de risque, possible ou non. En effet, on disait, on va pas mettre une solution pas mature dans les mains des agriculteurs à grande échelle et allez-y, foirez-vous. Ce serait pas souhaitable. Et c'est aussi pour ça que du coup, on essaie d'avoir des fermes XP ou d'autres structures intermédiaires qui permettraient de être en conditions réelles et tester des solutions. Après, c'est vrai que je comprends du coup que dès qu'on passe sur une réflexion à l'échelle territoriale, on n'a pas vraiment de territoire test. C'est beaucoup plus difficile d'aller tester ces solutions. Donc je pense que c'est un peu une réponse normande que je vais faire, parce que je pense qu'il y a certaines solutions où ça vaut le coup de pouvoir les tester, même si elles sont pas encore matures, pour justement aller les confronter à la réalité et par la confrontation aller stimuler l'innovation. Après, je pense qu'il y a des questions qui sont vraiment beaucoup plus grandes où en fait on n'a pas vraiment la main de prendre le risque. On est obligé d'attendre d'avoir une maturité quand même assez élevée pour pouvoir derrière l'appliquer. Donc, voilà, moi je pense que c'est un peu des deux en fait, finalement, qu'on pourrait faire. Et aussi quand on parlait aussi des startups et aussi du secteur privé qui développe, la compétition aussi aide aussi à l'innovation, et donc il faut aussi pouvoir aller la stimuler et la challenger, quoi. Merci pour ce retour. Est-ce que nos intervenantes et intervenants souhaitent réagir à ce qui a été dit? Ou tout est dit? Vous êtes d'accord? Partiellement. Ce que vous disiez sur la concurrence et le fait qu'il y a beaucoup d'acteurs qui développent ce type de solution. Je ne sais pas si ça va être très populaire, mais peut-être obliger d'une certaine manière ces acteurs à tester eux-mêmes les OAD qu'ils mettent sur le marché. Ça pourrait être une solution. Je ne sais pas si c'est faisable ou pas. Je pense que ça coûterait très cher. Mais voilà. D'autres opinions? Questions? Pour compléter, globalement, sur la partie certification, validation, quand on vient par exemple du monde du test du logiciel ou ces choses-là, il y a ce qui est assez courant, c'est de créer des bases de tests et de faire en sorte que le logiciel réponde. Sur le monde de l'IA, on a eu pas mal de problématiques pour valider que sur des images qui sont acquises par un certain capteur dans certaines situations, au final, ça correspond à toutes les marques et toutes les personnes. Donc c'est difficile de créer un benchmark qui fonctionne dans toutes les situations et qui permettrait justement de faire des indicateurs où on ne va pas en fuite en avant sur la technologie sans savoir où on va. Mais voilà. Donc là, par exemple, le fait d'avoir une scène complète et de faire en sorte que les systèmes peuvent se tester différemment sur cette scène-là, c'est une des réponses sur une problématique beaucoup plus grande. J'ai une question à propos du côté open data ou open source sur les données. On a beaucoup parlé des données ou du manque pour évaluer correctement les choses. Là, vous êtes en train de constituer ou vous avez évalué des produits qui sont quand même plutôt open source, que ce soit les modèles ou que ce soit même des données ouvertes. Est-ce que vous avez l'impression que c'est suffisant ou c'est pertinent pour pouvoir évaluer correctement les choses, ou il manque encore plein de choses? Est-ce que vous êtes les bonnes personnes pour faire ça? Et en tête, j'ai une des premières remarques de la journée, c'était pour faire adopter un outil, il faut que la personne qui nous le vende, on ait confiance en elle. Et donc, c'est une question un petit peu brute, mais est-ce qu'on peut avoir confiance en votre travail? Qu'est-ce qui manquerait pour le rendre encore mieux? Est-ce que c'est plus de données ouvertes? Est-ce que c'est accès à des données qui ne sont pas ouvertes, mais qu'on n'a pas envie de garder ouvertes pour éviter le surapprentissage dessus? Comme disait Antoine, si on met les réponses au questionnaire, on est sûr que tout le monde l'aura bachoté l'année prochaine. Enfin, quelques remarques à ce sujet-là, en fait. Sur certaines situations, le fait de connaître la réponse, ça peut aider, donc par exemple sur les systèmes d'entraînement. Après, toute la partie, disons, balistique, mécanique des systèmes qui des fois ne fonctionnent pas, ou les gestions par exemple des GPS, etc., ou les intégrations de ces technologies-là, peu importe que vous connaissiez la réponse, c'est votre implémentation qui compte et vous n'avez pas le réapprentissage qui vient corriger vos erreurs. Et après, oui, c'est vrai, sur la partie IA,
le fait soit d'avoir donc ce qui se fait donc dans les benchmarks, c'est d'avoir une partie du dataset qui est cachée, de fournir que la moitié du dataset. Les personnes s'évaluent, s'entraînent dessus pour vérifier au moins déjà qu'ils arrivent à sortir de performance. Puis après, ils vous envoient leur modèle, vous évaluez après le modèle. Et donc, c'est un peu ce que font par exemple les chambres d'agriculture, etc. Par exemple, par Vadis, vous allez amener la machine chez eux, ils vont faire le test. Et donc, indirectement, ils sont garants du fait que le test est appliqué dans des situations correctes. Et donc là, sur les réseaux de neurones ou dans ces situations-là, on a encore des choses où il va y avoir des acteurs qui vont exécuter le test ou des certifications qui vont arriver par-dessus. Donc il n'y a pas encore de réponse parfaite et de choses qui sont faites. Mais si vous avez déjà un outil qui fournit un type de données, un certain format, eh ben vous avez déjà un workflow, une pipeline qui est déjà plus comprise, où les industriels vont participer à entretenir cette façon de tester le système, et un jour on mettra un autre type de données, le même format mais une autre image, une variation du style le stade de la plante, et on verra s'ils réagissent de façon correcte sur cette situation. Du coup, moi, je peux compléter sur la partie données. On a parlé de manque de données, d'incertitude, effectivement. Moi, étant sur une comparaison de différents modèles, donc c'est vrai que les sorties ne sont pas exactement les mêmes, même si ça reste quand même 3 modèles de bilan hydrique. J'ai quand même pu rencontrer, effectivement, même dans les données, qu'elles soient simulées ou mesurées directement sur le terrain, les sources d'incertitude sont difficiles à quantifier. Est-ce qu'on fait vraiment confiance à la donnée et à quelles données? Et donc, c'est vrai que c'est un point où je pense qu'il y a des améliorations à faire, notamment quand on veut comparer des modèles. On a besoin de ces données. Donc, oui, je pense qu'il y a quelque chose sur tout ce dont on a parlé jusqu'à maintenant, sur le manque de données, etc. Et sur ce que j'ai présenté, évidemment, il n'existe pas de mesure d'évapotranspiration à l'échelle d'un bassin versant. Mais par contre, si j'ai choisi ce bassin versant, c'est pas pour rien, c'est parce que dans ce bassin versant, il y a une parcelle agricole qui est instrumentée avec un capteur qui s'appelle une tour à flux et qui mesure l'évapotranspiration. Et donc, j'ai pu confronter les estimations d'évapotranspiration obtenues par données satellitaires à ces mesures sur cette parcelle. Et c'est pour ça que je peux aussi vous donner une incertitude sur ces estimations. Je vous propose de conclure alors. Merci beaucoup. Merci pour cette table ronde. Et merci pour toute cette journée d'échange, que ce soit en termes de table ronde ou d'exposés, qui nous ont permis d'enrichir notre réflexion.